Cette semaine, à Sans détour, on reçoit Isaève Tremblay, coordonnatrice d'Action Autisme Haute-Côte-Nord Manicouagan. On reçoit également Gaëtan Cummings pour l'exposition Maudit fauteuil en 2D et en 3D. Et on recommence l'émission avec Julie Chatien, notre chroniqueur bien-être. Bonne émission. Ici Élisane Pellerin pour une autre émission de Sans détour. Et on commence avec Julie Chatien. Bonjour Julie. Allô, comment vas-tu? Ça va bien toi? Oui, très bien. Julie, tu nous parles de notre de sommeil, qui est mon sujet préféré parmi tous. Ben justement, c'était la question que j'allais te poser. Toi, comment ça se passe le sommeil? Ça se passe mal. ça se passe assez mal. Je suis assez insomniaque, mais j'adore dormir. J'adore dormir. Donc, quand j'arrive à dormir, je suis heureuse. Ah oui, hein, mais moi, là, le sommeil, c'est incroyable. Je pense que c'est le sujet qui revient le plus souvent dans mes discussions avec les gens autour de moi. On dirait tout le monde est à la recherche d'un sommeil paisible, tu sais, là, une espèce de sommeil de 8 heures de temps qu'on ne se réveille pas une fois. Moi, je connais personne qui a un sommeil comme ça. Moi non plus. Puis surtout que le sommeil, souvent, il peut être là, mais ne pas être réparateur. Non, c'est ça. Puis parce que ce qui arrive, c'est que le sommeil, c'est une fonction biologique qui est essentielle parce que ça permet de recharger nos batteries, ça régénère nos fonctions de l'organisme, donc c'est vraiment utile pour nos organes. Puis c'est aussi que ça va permettre qu'on va avoir plus de mémoire, on va même pouvoir améliorer nos capacités finalement d'apprendre des informations et on va même renforcer notre système immunitaire. Fait que c'est super essentiel, le sommeil. Moi, je sais, quand, par exemple, j'ai 2 nuits là, d'insomnie, à peu près, je dirais le lendemain, j'ai un rhume, j'ai une grippe, j'ai quelque chose au niveau, tu sais, ça vient m'affecter tout de suite. Oui, et on fonctionne mal et on manque de sommeil, hein. L'humeur est affectée, on est moins capable de travailler adéquatement, on se sent pas bien. Non, c'est ça. Puis on peut pas vivre, en fait, sans sommeil. On peut pas vivre sans dormir. Il y a même des personnes que lorsqu'ils ont un sommeil qui est, je vais dire, là, qui a de l'insomnie, qui a des défis, ça peut jouer même au niveau de la santé mentale. Fait que c'est vraiment super important, le sommeil. Puis ce qui arrive, c'est que des fois, on néglige, hein, ce petit côté-là. C'est comme des fois, tu sais, on va faire, OK, on gère notre journée, tout ça, puis là, on se dit, c'est pas grave, je dormirai plus tard. Mais non, en fait, le sommeil, il faut vraiment que ça rentre dans notre routine de notre journée. Puis souvent, le sommeil, on peut déjà le matin, quand on se lève, préparer notre sommeil. Fait que c'est vraiment comme important d'avoir ça en tête parce que plus on va gérer notre stress, plus on va prendre soin de nous à travers, parce que vraiment le stress, là, c'est une des causes, je vais dire, prioritaires, là, qui fait que ça va affecter le sommeil. C'est pas pour rien qu'on voit qu'il y a les gens, il y a au niveau des pourcentages, que c'est 1 personne sur 5 qui va prendre des produits pour dormir. Puis on parle vraiment au niveau des âges, probablement les femmes, 24,9% de femmes. Encore les nous. Hommes, encore nous, c'est encore ça. Nous. Les hommes, c'est 13,6%.
Puis on voit là que peu importe, tu sais, entre 15, 30 ans, il y a 11 entre 31, 45, 14 Puis là, ça monte. 46, 60 ans, on a 22,3, puis 61, 75, 23,4 Ça, c'est ceux qui prennent un produit pour dormir. Puis, tu sais, quand je dis un produit pour dormir, c'est pas nécessairement une prescription du médecin. Non. Ça peut être aussi... des produits pharmaceutiques oui, qui sont en tablette, là, il y en a beaucoup. Là. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose aussi qui va donner un petit effet un peu plus de somnolence et tout ça. Donc, il y en a beaucoup qui vont utiliser toutes sortes de produits parce qu'on veut dormir. C'est ça qui se passe. Ben, on a besoin de dormir et comme tu disais tout à l'heure, c'est souvent la chose qui va prendre le bord le plus facilement. Ah oui. On va se couper des heures de sommeil plutôt que de se couper des heures de travail. Exact, c'est ça. Et le sommeil, en fait, il y a des phases. En fait, il y a 4 phases. Puis plus on va être affecté au niveau de notre stress, finalement, moins on va être en mesure d'aller dans notre sommeil profond. Il y a vraiment quelque chose qu'on voit parce que même au niveau du stress, de l'anxiété, en fait, une personne qui a de la difficulté à dormir, même si elle s'est endormie, mais qu'elle se réveille 2 heures plus tard, ben en général, c'est des indices du stress. Et comment qu'on peut aider pour ça? Ben, c'est pendant le jour qu'on peut s'aider au niveau de notre stress, pas pendant la nuit. Donc, plus on va prendre des moments de pause, plus on va prendre des moments où est-ce qu'on va se relaxer, bien mieux on va aider notre sommeil. Mais là, c'est pour ça que je dis que c'est pour ça que le sommeil, c'est un continuum. Là. Tu sais, c'est déjà dans la journée de penser à OK, tu sais, je vais prendre un petit 5 minutes, je respire, bien ça va contribuer à mon sommeil plus tard. Le sommeil, au niveau des 4 phases, on a premièrement le sommeil léger. Ça, c'est à peu près un 10-15 minutes. C'est vraiment là, c'est pas long. C'est quand les gens vont dire mon Dieu, j'étais tellement bien, j'étais en train de m'endormir, j'avais même des soubresauts, tu sais, des espèces de spasmes qu'on a l'impression de tomber dans le vide. Ça, là, c'est le moment où est-ce que là, la respiration ralentit, que le cerveau va comme entendre, il va comme somnoler. Et on est bien là, dans cette phase-là. C'est souvent aussi la phase un peu de sieste qu'on peut retrouver. Là, ensuite, le sommeil, on tombe dans du lent profond. Là, on a comme un 30 minutes où est-ce que là, on n'entend plus. Le cerveau, il n'entend plus. Là, vraiment, les muscles se relâchent. La température du corps va baisser, puis la respiration va changer. Elle va être beaucoup plus lente, plus régulière. Puis à ce moment-là, le réveil est plus difficile. Parce que là, dans notre phase, on est rendu un peu plus profond dans le sommeil. Ensuite, on a le très profond. Ça, même chose. Ça dure 30 minutes. Ça, c'est la phase la plus intense et la plus récupératrice du sommeil. Puis il y a beaucoup de gens qui se rendent même pas là dans la nuit. Parce que le stress, l'anxiété, ils vont se réveiller. Ça va faire qu'ils n'ont même pas la possibilité de plonger dans ce sommeil-là. Parce que là, le corps va vraiment récupérer au niveau de la fatigue de toute la journée. Puis ensuite, on a le sommeil paradoxal, où est-ce que là, on parle souvent des rêves. Tu sais, cette période-là où est-ce que on a un moment où est-ce que les paupières, là, c'est comme si on a un sommeil qui est plus agité. Oui. Tu sais, les paupières peuvent se mettre à bouger, les yeux, en fait, sous les paupières, mais on ne le voit pas, évidemment. Et qu'on va avoir une respiration un peu plus irrégulière parce que là, on est dans un sommeil qui va nous préparer finalement à se réveiller. Mais en fait, on ne se réveille pas. On revient dans le sommeil. C'est comme si c'est un boucle. C'est un cycle, oui. Fait que là, on retourne. Tu sais, c'est pas pendant 3 heures, je suis dans un type de sommeil. Après ça, un autre 3 heures, un autre type. Non, c'est vraiment une boucle. Fait qu'on peut repasser dans cette boucle-là 3, 4, 5 fois. Donc, plus je suis stressée, moins je vais faire la boucle naturelle du sommeil. Fait que là, c'est sûr que, comme j'ai dit, j'ai parlé beaucoup du stress et tout ça, mais les petites astuces qu'on peut faire, c'est souvent des choses qu'on va entendre. Je ne sais pas si tu as déjà entendu
de pas être sur nos écrans Oui. avant 1 heure avant. Ben oui, on l'entend tout le temps, mais dans les faits, qui fait ça? Moi, j'essaie de le Il y en a faire. pas. Moi, j'essaie de le faire. Ben, on essaye, mais c'est pas facile. Non, Parce pas qu'on, facile. tu sais, des fois, là, on dirait que t'as comme envie de t'endormir devant ton émission, là, puis là, Oui. c'est comme, ah oui, ça va être un bon sommeil. Ben non, parce qu'on stimule notre cerveau. On n'a pas l'impression qu'on le stimule parce qu'on est en train de s'endormir, mais ce qui se passe dans notre cerveau, c'est qu'on le stimule parce qu'on le bombarde d'images et de couleurs, parce que ça aussi, ça va jouer. Il y a aussi Évidemment, la lumière bleue des écrans là, la qui lumière stimule bleue, énormément c'est le ça. cerveau. Là, ouais. Exactement. Puis évidemment, on a souvent entendu aussi la caféine. Oui, Ça le aussi, classique. là, Classique. c'est ça. Donc, la caféine, manger du sucre, ça aussi, ça va. En fait, c'est pas le fait de manger du sucre, c'est le fait qu'avant de se coucher, c'est que ça va stimuler le corps. Oui. Fait que c'est pas de dire que c'est pas correct de manger du sucre, mais avant de se coucher, c'est sûr que, en plus, souvent, il y a un peu, tu sais, mettons du chocolat, il y a de la caféine et tout ça. Fait que ça va nous stimuler. Puis ça va même augmenter l'anxiété, tout ce qui est les stimulants. Fait que c'est sûr que là, ben, ce qu'on peut faire, ben, c'est qu'on peut faire plus comme des respirations, faire une petite détente, ça pourrait faire un petit yoga, mettre une petite musique douce. Évidemment, il y en a qui vont être capables de lire. Je dis parce que moi, je peux pas lire un livre, mais Oh c'est non? ceux qui peuvent lire. Non, à cause de mon handicap Ah oui. Oui, visuel. effectivement, excuse-moi, je n'avais pas pensé. Ben non, c'est correct, mais c'est ça. Donc, c'est plus, exemple, un livre audio. Mais tu sais, vraiment de se préparer tranquillement. Ça va nous aider. Puis, il y a une autre chose que je trouvais quand même intéressant, c'était aussi au niveau de la chambre à coucher. C'est que le corps, il soit habitué que lorsque je rentre dans la chambre à coucher, c'est parce que je viens faire dodo. Et non, j'utilise la chambre à coucher pour faire, justement, être sur mon ordinateur, travailler, écouter des séries, de plus le faire dans une autre pièce, comme ça quand j'arrive dans le salon, dans ma chambre, c'est vraiment associé à j'ai plus d'écran, je vais juste me préparer au sommeil. Et il y a un spécialiste qui m'avait dit aussi, là, quand on ne dort pas, donc quand on se réveille, qu'on n'est pas capable de se rendormir rapidement, il faut se lever également du lit pour que le cerveau vraiment capte que le lit est fait pour dormir. C'est ça, exactement. Ça sert à rien de tourner et de tourner et de tourner. De toute façon, ça fait qu'on a encore plus d'anxiété, puis on devient encore plus frustré là, de ne pas dormir. On se dit, voyons, je vais-tu réussir à dormir? On est mieux parce qu'on le sait, quand on se réveille, des fois, on fait juste se tourner de côté, puis on se rendort. Bon, ça va aller. Mais si on voit là, qu'on tourne 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, on se lève, puis là, on fait autre chose. On s'en va faire notre vaisselle, on fait quelque chose, puis là, quand on sent que là, mes paupières se referment, on retourne dans le lit. Oui. Il y a aussi une façon de faire une routine là, pour le soir. Oui, bien c'est ça. En fait, c'est vraiment ça, c'est d'installer une routine, comme on fait le matin. Le matin, on se lève, on a une routine. Bon, ben le soir, c'est la même chose. On le sait, on va se brosser les dents, avant d'aller se coucher, mais de partir la routine 1 heure avant, tu sais que ça devienne un automatisme, que tu le sais qu'exemple, vers 8 heures, tu fais une petite tisane, que tu fais quelque chose pour te préparer à je vais faire mes petites respirations, je vais laver mon visage, que ça soit un peu tout le temps la même chose. Comme ça, le cerveau, il devient habitué aussi à oui, c'est vrai, après, c'est telle étape. Après celle-là, c'est vrai, c'est le dodo. Donc, tranquillement, ça va aider pour se préparer à notre sommeil. Et tout ça, c'est des bons trucs, mais effectivement, là, si ça fonctionne pas, si on a vraiment des problèmes au niveau du sommeil, il faut quand même aller consulter. Ah, ça, c'est sûr. En fait, c'est ça. Moi, je suis pas une spécialiste du sommeil, là. Donc, moi, je fais juste dire, voici qu'est-ce qu'il y en est au niveau du sommeil. Il y a des petits trucs qu'on peut faire, mais c'est sûr que oui, là, si on voit que ça fonctionne pas, on s'en va consulter, pharmacien, médecin.
On peut essayer toutes sortes d'autres. Il y a des thérapies aussi qu'on peut essayer là, au niveau de l'hypnose. Il y a plein de choses qu'on peut essayer, mais il y a des gens qui sont experts là-dedans. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide là, si on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, c'est ça. Puis comme je dis, là, au niveau du stress, plus on va gérer notre stress dans la journée, plus on va optimiser notre sommeil. Ça c'est sûr sur ça, parce que le stress, ça vient brûler nos glandes surrénales. Puis nos glandes surrénales, ben, à un moment donné, quand ils ont été tellement sollicitées, ben là, c'est du cortisol qui est en flèche dans notre corps. Puis le cortisol, ben, ça empêche de dormir. La nuit, c'est ça, nous empêche de dormir. Merci, Julie, pour ces bons conseils. Donc, je pense que ça va toucher beaucoup de gens, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de sommeil. Oui, vraiment. Ben, merci beaucoup. Ça a été un plaisir comme à chaque fois. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Bye. On est de retour à Sans détour et on reçoit maintenant Isa-Ève Tremblay, coordonnatrice d'Action Autisme Haute-Côte-Nord Manicouagan. Bonjour, Madame Tremblay. Bonjour. Donc, en avril, on le sait, hein, c'est le mois de l'autisme et le 2 avril, c'est la journée internationale de l'autisme. Donc, vous venez nous parler, évidemment, là, d'autisme et aussi de votre organisme qui fait beaucoup en matière de services pour la Haute-Côte-Nord et Manicouagan. Exactement. Donc, comment vous abordez de votre côté là, le mois de l'autisme? Ça doit être un gros mois pour vous quand même, là. Oui, ben c'est sûr, on fait beaucoup de sensibilisation et on offre des activités aussi à nos membres. Dans le fond, ça débute comme cette semaine le 2 avec la journée internationale de sensibilisation. On va être au Cégep de Bécomo. On a un kiosque de sensibilisation pour la journée. Et vous avez aussi cette année quelque chose de particulier parce que c'est votre 20e anniversaire. Oui, exactement. On a célébré le 20e anniversaire de l'organisme, dans le fond, le mois passé. Oui. Et ça vient pour vous avec des changements quand même, donc une nouvelle image de marque, mais aussi de nouveaux services. Oui, exactement. Dans le fond, on a commencé à offrir des répits avec nuitée à nos membres. C'est un service qui était très demandé. Donc, on est super fiers de pouvoir offrir ça. Puis, on va lancer aussi au mois de mai un nouveau service d'écoute entre proches aidants. Oh, c'est quand même deux gros projets, mais je pense pas me tromper en me disant que c'est vraiment très demandé. Là. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ce soutien-là.
Oui, absolument. Si on parle du répit avec nuitée, c'est sûr que on a affaire à des familles qui sont fatiguées. Les familles vivent avec des jeunes qui ont beaucoup de besoins. Donc, c'est sûr que ça, c'est un service qui, on pense, va être très, très apprécié. Et dans le fond, le service d'écoute téléphonique aussi, parce que quand on est parent d'enfants autistes, on vit avec la différence, puis on se sent souvent seul. Mais quand on prend le temps de parler avec d'autres parents qui vivent des situations comme les nôtres, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, puis qu'il y a d'autres gens qui vivent des trucs spéciaux autour de nous, puis ça nous fait vraiment sentir mieux entourés. Puis ça brise l'isolement. On sait que, tu sais, au niveau des difficultés, psychologiques, je devrais dire, l'isolement joue beaucoup, là. Ça peut amener différents enjeux psychologiques, le fait d'être isolé, le fait de moins sortir de chez soi, le fait d'avoir peur de sortir des fois parce que les comportements attendus par la société sont peut-être pas facilement ceux que l'enfant va prendre. Donc, des fois, on s'empêche de sortir, on s'empêche d'aller faire des choses, et puis ça fait que finalement, on est beaucoup à la maison, puis que ça peut créer des problèmes au niveau, évidemment, de l'enfant lui-même, de la personne autiste elle-même, mais aussi de son entourage. Oui, absolument. C'est d'ailleurs un de nos objectifs, vraiment de briser l'isolement autant de nos membres que de leur famille. Parce que, comme vous le dites, c'est ça. Quand on vit avec une personne qui est différente, on a tendance à s'isoler pour éviter les jugements, des choses comme ça. Donc, on crée vraiment des activités pour briser l'isolement des familles. Vous avez parlé donc plus de services qui entourent les enfants autistes et leurs familles, mais est-ce que vous avez des services pour les adultes qui seraient autistes et qui chercheraient peut-être à avoir différents services? Oui, absolument. Puis c'est aussi une des raisons pour laquelle on a changé notre logo et notre image de marque, parce que on a réalisé avec le temps que les personnes adultes ne se reconnaissaient pas dans notre image de marque et ils pensaient qu'on offrait juste des services aux enfants. Puis, dans le fond, c'est ça, là, présentement, on travaille très fort à essayer justement d'aller chercher la clientèle adulte en offrant justement des soirées de discussion pour pouvoir se regrouper et aussi des services individuels, mais vraiment adaptés selon les besoins de la personne. Donc, c'est pas, il n'y a pas de cadre spécifique, c'est vraiment, on prend le temps de s'asseoir avec la personne, de discuter et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour la soutenir dans son quotidien. Il y a quand même 2% de la population qui a reçu un diagnostic d'autisme. On sait que, bon, l'autisme, c'est large, mais quand même, il y a 2%. Et il y a dessus, on pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne seraient pas diagnostiquées, justement parce que leurs besoins sont moindres. Donc, ils passent un peu en dessous du radar, là. Oui, absolument. Puis ça, on le voit aussi beaucoup chez les femmes adultes qui reçoivent un diagnostic. C'est nommé souvent que les femmes adultes font du camouflage social qu'on appelle. Oui. Donc, c'est pour ça que souvent, elles reçoivent leur diagnostic quand même à un âge plus avancé. Elles trouvent des façons de s'adapter, en fait, pour ne pas que les symptômes ressortent, là. C'est ce qu'on appelle du camouflage. Et surtout, il y a 4 fois plus de garçons que de filles qui sont diagnostiqués avec l'autisme. Donc, souvent, on va mieux repérer les garçons et on va plus penser à l'autisme quand on voit un garçon qui a des comportements qui sont plus identifiables à de l'autisme, alors qu'une jeune fille, on va peut-être moins penser à l'autisme, mais j'avais lu aussi quelque part, vous me corrigerez, les enfants, les jeunes garçons autistes sont plus portés à être agités, à avoir des comportements un peu plus agités quand ils sont jeunes, tandis que les jeunes filles sont peut-être plus réservées, donc peut-être moins dérangeants pour les classes, dérangeants pour les familles, donc ils passent plus sous le radar, là. Oui, absolument. Puis c'est ça, comme vous le dites, les manifestations ne se présentent pas nécessairement de la même façon, donc c'est pour ça que souvent ça va être moins évident. Et j'imagine que de recevoir un diagnostic d'autisme quand on est adulte, ça doit quand même être chamboulant. Donc, ces personnes-là ont besoin des services comme le vôtre. Et comme vous êtes en région, j'imagine qu'il n'y a pas énormément de services qui sont offerts. Donc, vous devez être un des seuls organismes qui offre ce type de service-là.
Oui, absolument. Puis, justement, le fait d'avoir vécu toute sa vie en étant différent, mais en sachant pas pourquoi, c'est sûr que ça cause des problèmes là, tout au long de notre vie. Là, Oui. donc, Ça doit être un oui, c'est sûr soulagement que d'avoir un mot là, sur ce qu'on vit. oui, absolument. Puis, c'est ça, encore une fois, d'avoir des gens autour de nous qui comprennent puis qui sont pas dans le jugement, c'est vraiment aidant, là, ça. Les membres adultes sont vraiment capables de nous le verbaliser, là, puis c'est vraiment une fierté de pouvoir leur offrir des services, justement, pour ces raisons-là. Oui, parce que j'imagine que des fois, tu sais, bon, la famille et les amis font ce qu'ils peuvent, mais peut-être qu'ils sont loin de la réalité de ces gens-là. Donc, de rencontrer quelqu'un qui vit la même réalité que toi, ça doit être quelque chose qui est très intense. Ah oui, absolument. Absolument. Autant pour les adultes que pour les parents qui vivent avec des enfants Oui. différents, là, de juste pouvoir raconter le quotidien puis se faire dire ah oui, moi je te comprends, j'ai déjà Oui. vécu ça, là. Oui, c'est banal, mais quand on vit ça au quotidien, là, j'imagine bien à quel point ça doit être difficile de vivre ça seul, là. Ah oui, absolument. Je peux vous le garantir, je suis passée par là avant d'être à la direction d'Action Autisme. Je suis une maman de 2 jumeaux autistes, puis Ah, il quand y a des même, fois hein? où je me Oui. Oui, il y a des fois où je me suis sentie seule, puis je me suis dit, oh là là, voir que je suis en train de vivre ça, puis après ça, de pouvoir le partager avec d'autres personnes, c'est vraiment tellement rassurant, là. Puis ça permet de banaliser aussi, là, alors qu'on se sent probablement un peu extraterrestre dans tout ça, là. Ah oui, absolument, vraiment. Écoutez, pour le 20e anniversaire, où est-ce qu'on peut avoir des informations là, pour ceux et celles qui veulent entendre parler de vos services et de ce qui va se passer là, pour les 20 ans? Oui, ben on a un site web, actionautisme.ca, et on a aussi une page Facebook qui est Action Autisme Haute-Côte-Nord Manicouagan. Puis, dans le fond, comme je vous disais tantôt, on commence la semaine au cégep, mais on va avoir une conférence de bleuets atypique le 12 avril, qui est une femme autiste qui vient vulgariser Sa l'autisme. situation, oui. Pardon? J'ai dit qu'il vient vulgariser sa situation. Oui, Oui. absolument. Dans le fond, pour ceux que ça l'intéresse, là, aller sur les médias sociaux, là, ça peut te donner une bonne idée de ce qu'elle donne comme contenu. On va avoir aussi une marche de sensibilisation à la fin du mois. Puis, il va y avoir une journée porte ouverte dans nos locaux pour que les gens puissent venir visiter et nous poser des questions. Merci, Jaëve Tremblay. Vous êtes coordonnatrice d'Action Autisme Haute-Côte-Nord Manicouagan. Donc, on se tient au courant pour les suites de vos actions. Merci de votre travail. Merci beaucoup. Bonne journée. Vous écoutez Sans détour. Et maintenant, on va parler donc d'une œuvre en 2D et en 3D, donc d'une exposition du collectif Commune et Pifco qui nous présente Éloge d'un fauteuil maudit. Pour en parler, on rejoint Gaétane Cummings. Bonjour, Gaétane. Oui, bonjour à vous. Comment ça va? Ça va très bien, vous-même? Ça va bien, merci. Donc, parlez-nous de Éloge d'un fauteuil maudit. Qu'est-ce que c'est comme œuvre? Qu'est-ce que c'est comme projet? En fait, c'est pas une œuvre, c'est 8 installations en 2 dimensions ou en 3 dimensions. Oui, c'est une exposition, en fait. Oui, exactement. Oui. Elle est au centre d'exposition Lethbridge, à la Bibliothèque du Boisé, à Ville-Saint-Laurent. Et elle est là, on a eu le vernissage le 8 mars, et elle est là jusqu'au 11 mai. Et donc, voilà, on a déconstruit des fauteuils, on les a amenés dans quelque chose de soit plus drôle, soit... en tout cas, chacun a sa personnalité, en fait. Et voilà, donc on présente ça, comme je vous dis, à la fois, parfois drôle, parfois moins, mais pour faire état de la situation des personnes handicapées au Québec, au Canada ou à travers le monde. Là, voilà. Et vous avez donc 8 œuvres. Est-ce que ça a été fait par 8 personnes différentes? Non, c'est notre collectif. Le collectif qui a travaillé ensemble sur toutes les œuvres. Oui, voilà. Okay, donc, mais en fait, c'est un projet qui... on a commencé à travailler là-dessus il y a 3 ans et demi. Donc, on a travaillé là-dessus durant à peu près... Ça faisait presque 4 ans de travail, là, avant d'arriver à la présentation publique. Là.
Alors, ça a été un travail parce que c'était à la fois, oui, les œuvres, ça c'était la première étape, vraiment les réfléchir, les créer, qu'elles soient vraiment à l'image de ce qu'on souhaitait. Et avec le sujet, chacune a comme je vous dis, son caractère, c'est elles ont quelque chose à dire chacune. Mais il y avait tout le volet inclusion, pardon. Alors, on voulait que l'exposition soit accessible au plus de gens possible, au plus de public possible. Alors, on a fait en sorte qu'elle soit, c'est-à-dire que chacune des œuvres a à côté d'elle ce qu'on appelle une zotique. C'est une zone d'outils technologiques inclusifs de communication. En gros, c'est une zone qui permet à une personne sourde d'avoir accès à l'œuvre, à une personne aveugle d'avoir accès à l'œuvre, une personne avec une différence intellectuelle va aussi avoir. Vous savez, donc on a essayé de répondre au mieux. En tout cas, c'est sûr qu'on ne peut pas faire en sorte que tout le monde soit servi, mais en tout cas, on a pensé au plus large public possible. Oui, c'est très brillant. C'est très, très brillant. Vu l'objet de l'exposition, donc de fauteuils, de fauteuils roulants, de fauteuils d'handicap. Oui. Donc, ça va beaucoup intéresser, j'imagine, les personnes en situation de handicap multiple. Donc, c'est très intelligent d'avoir pensé à les rendre accessibles à plusieurs types d'handicap. Mais en fait, on n'aurait pas pu faire l'exposition. C'est-à-dire, si on n'avait pas eu l'aide qu'on a reçue des différents conseils des arts, on n'aurait pas pu parce que c'était illogique qu'on présente le fauteuil roulant dans toutes sortes d'exemples et de couleurs et tout, et qu'on ne rejoigne pas les autres publics. Oui. Ça aurait été un non-sens. Donc, c'était illogique, mais on voit ça souvent, malheureusement. Absolument, absolument. Mais nous, on s'en fait un devoir. On ne pourra pas... Et vous avez bien fait, clairement. Il faut donner, je dirais, pas l'exemple, en tout cas, il faut donner le coup d'envoi pour... et on se dit ce qu'on a fait, parce que là, on a un dôme sonore. Vous savez, on a vraiment réfléchi à toutes les options possibles, dans les moyens qu'on avait, évidemment. Oui. Et donc, j'ai perdu le fil. Je me souviens pas que c'était le point de départ. Mais le point de départ, en fait, c'était que les œuvres sont vraiment adaptées à plusieurs types d'handicap. Donc, il ne faut pas se freiner si on a un handicap particulier pour aller voir l'exposition. Non, absolument pas. Puis sur les zones, comme je vous dis, à côté de chacune des œuvres, bon, on a une tablette aussi. C'est-à-dire, il y a un moniteur qui passe, comme je vous dis, les textes en langue des signes québécoise, en American Sign Language. Et puis, sur la tablette, on a à gauche un élément olfactif. Oh. Donc, les gens peuvent sentir l'œuvre. En tout cas, du moins, nous, ce qu'on a pensé que ça pouvait ressembler. OK. Ensuite, au milieu de la tablette, on a une feuille en braille qui explique justement le contenu en bref de la zotique. Et il y a un code QR qui est sur le coin de la feuille en braille qui permet aux gens d'avoir l'audio du texte qui est écrit sur un autre. On a 2 codes QR dans la zone. On en a un qui est pour le texte écrit, puis on a un autre code QR qui est pour le texte audio. Et au bout de la tablette, il y a un élément tactile. C'est extrêmement intéressant. Je vous invite à venir voir. J'irai. J'aimerais ça. Vous me direz quand? On ira ensemble. Bon. Et donc, c'est l'élément tactile, évidemment, pour les personnes aveugles ou à basse vision. Mais pour la plupart, c'est une reproduction de l'œuvre en grand. Là, parce que nos œuvres, c'est-à-dire l'œuvre en grandeur nature, ça peut avoir parfois 6 pieds par 4 pieds, de 6 pieds de haut. Mais la petite, elle, sur la tablette, elle a une douzaine d'un pied ou quelque chose comme ça. Là. Donc, et c'est-à-dire, elle tourne, alors quelqu'un qui
qui est en fauteuil roulant, donc peut s'amuser à reconnaître cette œuvre-là. Et même pour les personnes qui n'ont pas d'handicap particulier, le fait de pouvoir toucher l'œuvre, c'est quand même très intéressant. Ben oui, ça amène toutes sortes de réactions. Évidemment, on en a une œuvre qui s'appelle le Bling Bling. Et ça, c'est une œuvre qui est, en fait, c'est un fauteuil roulant qui est plein de brillants, de gemmes, voyons comment on dit en français. En tout cas, il est plein de brillants, de partout. Il est une œuvre d'art comme en cristal. Et puis, il tourne sur une plateforme et les gens trouvent ça très drôle. Parce que nous, le côté sarcastique de la chose, c'était de dire pourquoi est-ce que ce véhicule-là est pas aussi intéressant qu'une voiture de luxe, alors que pour nous, c'est essentiel à la vie. Là. Oui, clairement. On n'y met pas, malheureusement, on n'y met pas autant de budget ou de vouloir pour que ce soit esthétique. Hein? Et pourtant, nous, on l'a toujours. Là. Oui, ça fait partie de nous. Qu'est-ce qui vous a mené, là, le collectif, à avoir cette idée-là puis à vouloir partager un projet sur les fauteuils roulants? En fait, ça vient de... On avait présenté un premier projet en 2019 qui était sur le capacitisme. Donc, on voulait présenter à Art Souterrain, qui est, je ne sais pas si vous connaissez, ça se passe dans les souterrains de Montréal. Oui. Ça peut être... Et notre projet, c'était de faire une très grande définition du capacitisme et en dessous, de mettre 7 fauteuils roulants, grandeur nature, avec au dossier quelque chose qui rappelait un ras-le-bol du capacitisme. Oui. Okay? Donc, c'est comme une feuille en noir et blanc avec soit, je sais pas moi, un point levé ou un X en disant on en a assez d'être traité de cette manière-là. Bon, le projet a pas, c'est-à-dire il a abouti, mais c'est-à-dire pour nous, il était prêt, mais Art Souterrain a pas reçu le projet. C'est-à-dire, moi, je pense qu'on était un peu... on arrivait avec quelque chose qui était un peu dérangeant. Un peu avant-gardiste, là. Ça peut-être, ça peut-être brasser des choses. Oui, voilà. Alors donc, mais ça ne nous a pas découragés, au contraire, parce que Sigmund Pisco et moi, on est des amis depuis très longtemps, et on s'est mis vraiment à dire, écoute, il y a quelque chose là qu'il faut pousser plus loin, et puis c'est amusons-nous, et puis créons à travers le fauteuil roulant. Mais en fait, créons à travers le handicap. Oui. Parce qu'il y a tellement de matière, il y a tellement d'éléments intéressants dans le fait. Moi, en tout cas, c'est ce qu'on appelle le crip art, là. C'est notre philosophie et c'est vraiment de dire on va créer du beau avec ce que, de façon générale, on peut considérer comme misérable ou je sais pas quoi. Là. Oui, que la société voit effectivement là, comme une vulnérabilité. Et souvent, j'ai envie de dire, quand ça dérange, c'est signe qu'il y a quelque chose là à aller explorer. Exact. Alors, on a commencé on a eu l'occasion avec Vision Solar Québec. Il y avait une exposition collective qui se préparait à la Maison de la Culture Mercier en 2022. Et on m'a demandé, est-ce que tu aurais envie toujours de faire une installation? Bon. Alors, j'ai dit, oui. Dans le temps, on était très serré dans le temps, mais on a réussi à arriver. Et puis, donc, on a fait à ce moment-là le fauteuil qui s'appelle Good Mood, fait partie du cercle. Et ça, c'est un fauteuil, c'est un fauteuil roulant, mais de plage. Okay, et donc, tout est en cercle. La petite table qui est à côté du fauteuil est en cercle. Ce qui représente le sable, c'est des Cheerios. On s'est amusé encore une fois. Comme je vous dis, on a beaucoup de plaisir à parfois aussi choqué par certaines situations, évidemment, mais
Mais dans la création, c'est le moment où, il n'y en a plus de handicap. Je veux dire, on est à penser jusqu'où on peut aller. Il n'y a pas de limite, en fait. Non, exact. Et puis, donc, on a créé ce fauteuil de plage qui s'appelle Goodmood, c'est parti du ciel, qui partait d'une expérience que j'avais vécue où on s'en va en vacances, on a la tête ailleurs, mais il y a toujours quelqu'un pour te ramener à ton handicap. Oui, toujours, hein? Oui, gentiment. Et donc, ça a fait en sorte que je suis revenue, j'ai réfléchi à ça et j'avais fait une toile avec un fauteuil roulant que j'avais appelé Lifesaver. Et donc, je me disais, pour nous, c'est un lifesaver que le fauteuil. Alors, pourquoi est-ce qu'il est toujours perçu c'est comme deux discours. Le nôtre, c'est une chance que j'ai un fauteuil pour pouvoir me déplacer et tout, mais pour celui qui regarde, c'est autre chose. Alors, on a poussé très loin l'idée de déconstruire le fauteuil et là, d'en faire un fauteuil de plage. Et donc, les deux roues du fauteuil sont devenues un parasol et un soleil. Et on a mis des lifesavers à la place des roues originales du fauteuil. Ah, OK, donc, oui. C'est très, très, très coloré. Les gens ont beaucoup de plaisir à regarder ça. Et voilà, donc... mais en même temps, le message est là aussi. Là. Oui, c'est très ludique, mais effectivement, ça passe un message de besoin social, là, de changer notre perception des personnes en situation de handicap. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup à Mme Cummings d'avoir été là. Donc, on rappelle que pour l'exposition, là, ça a lieu jusqu'au 11 mai 2025. Pouvez-vous nous rappeler à quel endroit? Oui, mais je vais vous en dire encore un peu plus. Bon, l'exposition actuellement, donc, c'est au centre d'exposition Lethbridge, à la bibliothèque du Boisé. C'est la Maison de la culture Saint-Laurent. C'est au 2727 boulevard Timmins. Maintenant, après, on s'en va pour du mois de juillet au mois de septembre avec la même exposition à la Maison de la culture Verdun, au quai 5160. Et là, on y sera du 19 juillet au 14 septembre. Vous allez quand même avoir un gros été. Oui. Puis on a des événements, on ne peut pas tout dire pour l'instant, mais on a quand même des petites idées d'événements pour les personnes, justement, pour nous, les personnes de la diversité capacitaire. Est-ce que vous avez un site web où on peut suivre justement ces nouvelles-là puis les activités qui vont sortir là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Bien, je pense que l'idéal est d'aller sur le site des Maisons de la culture. Oui. Et donc, de Montréal. Et puis, à ce moment-là, vous allez voir arriver ça à un moment donné pour Verdun. Et nous, ben, on a... c'est-à-dire, j'ai un site web qui est gaetancummings.com, mais on n'a pas de site web comme tel. On est plutôt sur Facebook, Instagram, pour le collectif Cummings et Pifco. OK, ben on peut quand même vous suivre, là, le collectif Cummings et Pifco sur les réseaux sociaux. Donc, pour se tenir au courant de vos prochaines activités. Merci beaucoup d'avoir été là. Oui, puis au plaisir de vous rencontrer à l'expo. Au plaisir, merci. Bonne journée. Merci, au revoir.
On est de retour pour le dernier segment qui est la revue de presse. Et on commence avec, à l'international, Handicap International, dont on parlait la semaine dernière, mais on en parle pour une nouvelle raison cette fois-ci. Handicap International parle avec regret là, des coupes, des réductions dans l'aide internationale. Donc, les réductions dans l'aide internationale vont affecter de manière disproportionnée les personnes en situation de handicap. On n'y penserait peut-être pas, mais le fait d'avoir du handicap, ça fait en sorte que d'avoir un handicap, je devrais dire, ça fait en sorte qu'on a plus besoin d'aide internationale. On a aussi, dans les conflits, on est des personnes plus vulnérables. C'est plus difficile de se déplacer pour échapper à un conflit. C'est plus difficile de trouver des matières premières, de trouver de la nourriture, de trouver de l'eau, de se déplacer pour trouver de l'eau, par exemple. Donc, les personnes en situation de handicap sont très affectées par quand il y a des problèmes au niveau international qui font en sorte qu'on a besoin d'aide internationale, par exemple lors de conflits ou lors de problèmes climatiques. Et Handicap International, en fait, ce qu'ils disent, c'est que justement, les réductions de l'aide internationale vont nuire, encore une fois, aux personnes en situation de handicap. Pour vous donner une idée là, des réductions dont on parle, c'est quand même vraiment majeur. Là. On parle des États-Unis qui ont décidé de réduire de 80% leur budget d'aide internationale. Et la Belgique, 25%. L'Allemagne, qui était autrefois le plus grand donateur d'Europe, a réduit de plus de moitié, passant de 2,23 milliards d'euros à 1,4 milliard d'euros. Et on parle de la Commission européenne qui a réduit son aide de plus de 35%. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment un mouvement là, qui se fait, qui va avoir des conséquences graves là, pour les organismes d'aide internationale, dont Handicap International. Mais évidemment, il y a des organismes comme la Croix-Rouge, comme Oxfam, comme différents autres organismes qui sont pas spécialisés dans l'aide des personnes en situation de handicap, mais qui vont être affectés également parce que les personnes en situation de handicap, que ce soit de naissance, que ce soit des personnes qui ont été blessées, que ce soit des personnes vieillissantes, ont besoin de tous ces organismes-là lorsqu'il arrive des conflits ou des problèmes au niveau climatique ou autre. Donc, Handicap International demande au pays, évidemment, de revoir leur engagement. Par contre, vous le savez, on en a parlé la semaine dernière encore, tout ce qui est au niveau des conflits militaires qui s'annoncent, des gens ont peur par rapport à de possibles invasion, devrais-je dire, par la Russie, entre autres. Ça fait qu'ils remettent énormément le budget dans leur militarisation, dans la défense des pays. Évidemment, ils leur vont couper dans l'aide internationale, entre autres, et dans les services publics à l'intérieur de leur pays également. On revient au Canada maintenant, alors que la Cour fédérale a confirmé la décision de l'organisme de réglementation des transports du Canada visant à améliorer l'accessibilité pour les voyageurs aériens vivant avec un handicap. Un tribunal judiciaire a rejeté l'appel d'Air Canada qui cherchait à annuler l'obligation d'accommoder pleinement les passagers dont les fauteuils roulants sont trop grands pour passer la porte de chargement de certains avions. Vous vous rappelez, il y a eu toute une saga par rapport à Air Canada qui avait brisé des fauteuils roulants, qui avait également refusé des personnes en situation de handicap à bord parce qu'ils jugeaient que leur fauteuil n'était pas dans les dispositions donc adéquates et n'avait pas d'options là, pour les personnes en situation d'handicap. Il parlait aussi d'un très mauvais service là, de la part de Air Canada, entre autres, et de d'autres compagnies aériennes, ce qui avait mené à une enquête et finalement à des décisions de la Cour d'obliger les transporteurs aériens à faire plus pour les personnes en situation de handicap et à s'adapter même à des fauteuils ou à des équipements qui sont hors normes, puisque les personnes, évidemment, en situation de handicap ne choisissent pas le type de fauteuil dont ils ont besoin. Donc, on vient confirmer ici que Air Canada et les autres transporteurs aériens devront se plier à cette nouvelle loi et trouver des solutions là, si leurs équipements, leurs avions ne sont pas adéquats pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap. Donc, c'est un grand avancé pour les personnes en situation de handicap, bien sûr, qui souhaitent voyager sans trop de problèmes.
D'ailleurs, parlant d'Air Canada, Air Canada a donné de l'argent, donc 20 000 à Concordia, l'Université Concordia, pour aider à l'intégration des personnes en situation de handicap à l'université. Donc, évidemment, Concordia, comme les autres universités québécoises, ont un service d'aide aux personnes en situation de handicap et remettre des bourses pour aider les personnes en situation de handicap à poursuivre leurs études parce qu'on le sait, ça peut être difficile de poursuivre des études lorsqu'on est en situation de handicap. Ça peut être difficile de travailler en même temps là, pour financer nos études. Les personnes en situation de handicap sont aussi dans des situations financières qui sont moins avantageuses. Donc, ce sera 20 000 divisé en 4 bourses de 5 000 qui vont être donnés par Concordia aux personnes en situation de handicap, bien sûr. Ici, on voit un lien avec Air Canada qui tente de rehausser son image, de rappeler à quel point il s'engage à aider les personnes en situation de handicap parce qu'on l'a vu il y a plusieurs mois de ça. Air Canada a eu mauvaise presse avec les personnes en situation de handicap. Donc, c'est un geste politique ici, mais geste politique ou pas, il y aura quand même 4 étudiants qui auront une bourse d'études supplémentaire. Donc, on salue quand même l'initiative, là, même s'il y a quand même des raisons politiques derrière ça. On va parler maintenant d'une étude qui porte sur le vieillissement et l'alimentation. Donc, c'est une étude là, qui a été faite, entre autres, par l'Université de Montréal sur un peu moins de 10 000 sujets. Et on dit, en fait, évidemment, dans cette étude, que c'est une des premières à analyser un modèle alimentaire adopté dans la quarantaine, la cinquantaine et la soixantaine en relation avec le vieillissement global. En fait, ce qu'on dit, là, c'est que différents régimes peuvent aider à réduire le vieillissement ou du moins à le ralentir pour les personnes âgées et éventuellement à éviter des problèmes de santé. Donc, on adopte une vision plus globale sur le fait de vivre à long terme. On parle de femmes de 39 à 69 ans qui ont été suivies pendant plus de 30 ans. Pour voir l'association entre l'adhésion à 8 régimes alimentaires précis et la probabilité d'un vieillissement en santé. Donc, on parle de différents régimes ici qui aident à la situation pour les personnes qui sont en situation de vieillissement. Tous les régimes étudiés étaient fortement liés à l'atteinte de vieillissement en bonne santé. Donc, on parle de régimes, entre autres, alimentaire planétaire qui considère à la fois santé humaine et environnementale en mettant l'accent sur des aliments d'origine végétale en minimisant les aliments d'origine animale. Donc, ce qu'on montre en fait, c'est qu'un bon régime peut mener à un vieillissement en santé. Et évidemment, quand on parle de régime à base plus végétale, on essaie d'enlever le plus de matière d'antibiotiques, par exemple, dans la viande. On va aussi réduire les OGM, donc les organismes génétiquement modifiés. On va essayer de prendre des choses qui sont plus qui viennent de la terre, qui ont été moins transformées. Donc, je ne suis pas experte, mais je pense que c'est de là que viennent les bénéfices d'un tel régime pour les personnes vieillissantes pour qu'elles vieillissent en santé. Donc, vous pouvez toujours consulter cette étude qui a été faite par l'Université de Montréal pour en savoir plus sur les différents régimes qu'on peut adopter et sur les résultats qu'ont reçu cette étude-là. Les résultats viennent donc d'être publiés et on verra s'il y aura des projets subséquents pour continuer à étudier les régimes alimentaires sur le vieillissement des personnes de tout le monde, en fait, parce que tout le monde vieillit. Donc, vous pourrez consulter cette étude de l'Université de Montréal si ça vous dit d'en savoir plus. C'est tout pour nous cette semaine, donc merci d'avoir été là. Merci à Samuel Badel qui est à la régie en remplacement de Mathieu Tessier encore cette semaine. Merci à Claire Guérin qui est recherchiste pour notre émission. Et de notre côté, on se rejoint la semaine prochaine pour une autre émission de Sans détour. Merci et bonne semaine.